pense que moi, dans ma mission et dans mon pourquoi entrepreneurial aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les personnes à pouvoir mieux se connaître elles-mêmes, avoir plus la main sur leur vie, leurs décisions. Et puis être plus heureux aussi, ça veut dire que comment je fais pour être plus heureux, c'est déjà connaître mes motivations intrinsèques, celles qui font vraiment que c'est les miennes et c'est pas les motivations de quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Eh bien, je suis avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Fred et bonjour à tout le monde. Donc Virginie est la fondatrice de Color Me Happy et je la reçois sur le podcast parce que j'ai trouvé, on a partagé comme avec des indépendants quand on est dans le même coin, région lilloise, on se boit un café et puis on échange et on partage. Et quand tu m'as raconté ton parcours, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient hyper intéressantes à partager, enrichissantes à écouter pour des personnes qui voudraient se lancer et qui n'avaient pas naturellement peut-être cette idée. Donc tu vas nous illustrer ton parcours, mais avant ça, on démarre tout le temps dans le podcast Allez Vas-y par ce fameux portrait chinois. Et la première question du portrait chinois, si je te dis un lieu, quel est le premier lieu qui te vient à l'esprit ? Alors, un lieu. Écoute, là, comme ça, sans trop réfléchir, j'ai adoré découvrir la Réunion, l'île de la Réunion. J'y suis allée à plusieurs reprises. J'ai eu cette chance. J'aimerais y retourner et ce ne sera pas pour tout de suite. Et puis après, il y a aussi la notion de il faut prendre l'avion, il faut s'organiser. En tout cas, la Réunion, pourquoi ? Parce que j'ai vraiment découvert une diversité en termes de paysages, en termes d'activités à pratiquer. Et tu verras, mais tu le sais déjà, moi, la diversité, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est-à-dire pouvoir changer et pouvoir avoir le choix, justement, de varier les plaisirs. Mais en gros, si je devais résumer un lieu, si ce n'était pas la Réunion, finalement, ça peut être partout ailleurs, du moment qu'il y a un peu d'horizon, de la nature, du bleu, du vert, et que je puisse me poser et être en quelques instants en contemplation. Ok, plus merci. Important. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé, et ça serait quoi ? Ah là là, il faut choisir, c'est horrible. Oh, tu peux donner un sucré, un salé si t'es gourmande. Alors, plaisir gourmand, écoute, moi je suis plutôt fan de tout ce qui va être les goûts particuliers, quand c'est bien travaillé, quand c'est subtilement amené. J'aime beaucoup les fruits de mer, par exemple, et puis après toute la cuisine qui va être la cuisine du monde. Encore une fois, de la découverte. Et pourquoi pas aussi de l'inventivité. Je suis très fan de ça. Et après, en sucre, si tu m'emmènes avec un dessert avec du chocolat bien noir, forcément, là, je craque. C'est marrant, le chocolat, il revient souvent dans les plaisirs gourmands. Ok, et si je te demande une passion et ou un passe-temps, ce serait quoi ? Alors, passion et ou passe-temps, en fait, j'en ai beaucoup. J'adore depuis toujours. Je chante pour les gens qui me connaissent un peu ou beaucoup plus. Ils me connaissent avec souvent une chanson. Je passe dans les couloirs, je chante. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est ni une passion ni un passe-temps. C'est une espèce de passion-passe-temps naturel. Okay. Et puis après, j'aime surtout tout ce qui va parler de créativité, le côté artistique. Malheureusement, je ne mets pas assez en œuvre là maintenant dans mon temps libre, mais tout ce qui va ouvrir des espaces de créativité en fait. Okay, inventer des choses nouvelles, laisser de nouvelles idées s'exprimer dans tous les domaines. Très bien. À mon avis, on y reviendra. On repassera par la case créativité à un moment ou à un autre. Si je te demande une personnalité ou une personne qui compte ou qui a compté dans ton parcours, et il peut y en avoir plusieurs, bien sûr.
Alors, personne ou personnalité qui ont compté dans mon parcours. Je suis pas tellement fan ou, tu vois, avec une personne qui serait une figure d'inspiration. Moi, ce que j'aime, c'est les héros du quotidien, en fait. Mhm. Donc, il y a plein de personnes que je croise dans ma vie qui m'inspirent beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'entre elles ont des caractéristiques d'entrepreneurs. Tu sais, cette notion de se fixer un objectif, et même si ça semble à la plupart des gens complètement dingue ou inatteignable, de se dire bah en fait allez, je vais y aller, je vais le faire et vous verrez, je vais le faire. Bon, moi en fait mes figures d'inspiration c'est celle-ci, et puis j'ai eu aussi la chance, mais je pense qu'on en parlera plus tard, de croiser certaines personnes sur mon parcours professionnel qui Bien ont sûr. été vraiment des figures d'inspiration et des leviers dans ce que j'ai pu finalement construire aussi Tu auras le droit de les aujourd'hui. citer, bien sûr, puisque c'est ton podcast, donc tu fais ce que tu veux. Merci. Voilà. Et si je devais résumer du coup pour les figures Ouais. d'inspiration, bah, en fait c'est toutes les personnes qui sont entrepreneurs de leur vie, c'est-à-dire qui prennent la main sur leur vie, qui disent ok, allez, c'est parti, c'est moi qui vais, euh, qui vais mettre le ton. Ok, c'est une bonne synthèse. Avant de te laisser parler de ton parcours, une question sur l'entrepreneuriat pour toi. Depuis de longues années, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais imaginé et c'est arrivé comme ça? Ou est-ce que tu as baigné dedans familialement, donc forcément tu as été influencé? Donne-nous un petit peu ton background, si on peut dire, pour parler avec des mots américains, sur l'entrepreneuriat. Alors mon background, bah, écoute, mes parents sont pas du tout entrepreneurs, hein. Ils sont d'un milieu simple et modeste, plutôt ouvrier, donc pour eux, dans leur vision, un entrepreneur, c'était un patron. Donc, il y a un peu la barrière avec les ouvriers et le patron. Donc, moi, j'étais plutôt du côté ouvrier de par mes parents. Donc, pas du tout un environnement qui a poussé à ça. En fait, ça fait même... Là, c'est la 3e fois que j'ai créé mon entreprise, en fait. Et la première fois, c'est arrivé par opportunité. En fait, pas vraiment par opportunité. D'ailleurs, je reprends ça. C'est que c'est arrivé parce que sur mon parcours que j'évoquerai tout à l'heure, je devais être embauchée dans une structure et ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai créé ma première activité artisanale à ce moment-là pour finalement me fabriquer mon emploi, me fabriquer sûr. mon activité sur mesure. Donc, j'ai été 2 fois artisan et la 2e fois, quand j'ai fermé, je me suis dit, bon, plus jamais j'entreprendrai. Et puis, force est de constater que je n'ai pas respecté ma parole, puisque quelques années plus tard, j'y suis retournée, cette fois avec une autre activité dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. Ok, et ça permet de rappeler aussi que être entrepreneur, des fois, c'est juste être son propre entrepreneur, parce que souvent on parle de patron, et dans la tête des gens, le patron, c'est celui qui a plein de salariés et autres, et il y a plein de cas de sociétés où on est tout seul, et pour autant on a créé quand même une société, donc on est son propre patron, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça permet de rappeler aussi qu'il y a cette notion-là, on se crée son propre job, sans l'objectif pour certains d'embaucher, sans la possibilité des fois d'embaucher, ça dépend, mais voilà, c'est important de le rappeler. Donc je vais te laisser la main, nous partager ton parcours de manière synthétique, hein, parce qu'on en a parlé avant, tu as un parcours avec plein d'aventures et on pourrait en parler pendant des heures, mais l'idée c'est de nous parler un petit peu de tout ce que tu as appris en chemin, et notamment le fait d'avoir aussi expérimenté plusieurs fois l'entrepreneuriat, t'a certainement servi, donc tu vas pouvoir nous en parler, mais l'idée voilà, c'est de nous expliquer un petit peu par où tu as sinué. Ça marche. Alors, comment ça a démarré? En fait, j'ai passé mon bac, un bac scientifique, hein. J'avais pas de difficultés particulières, plutôt des facilités à l'école. Donc, j'ai suivi la voie qui, comme on disait à l'époque, ouvrait le plus de portes possible. Seulement, moi, j'avais déjà mon idée. En fait, moi, je voulais être artiste, tout simplement. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit c'est pas un métier. Donc, clairement, tu vas faire des études sérieuses et puis tu dessineras après le travail. Voilà, j'ai obtempéré, donc effectivement j'ai fait des études scientifiques, j'ai commencé par médecine et c'était pas du tout le parcours pour moi. J'ai poursuivi par des études de biologie appliquée, option industrie agroalimentaire et biotechnologique. Ça m'a ouvert à beaucoup de connaissances générales et notamment quand même des connaissances sur le corps humain et l'alimentation, etc. Mais ok, je savais faire, mais je n'aimais pas particulièrement. Et peut-être qu'on y reviendra parce que ça, c'est vraiment un des outils que j'utilise aussi beaucoup aujourd'hui dans mes accompagnements. Comment ça s'est poursuivi? En fait, j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai donné à mes parents et puis en fait, j'ai commencé à travailler en boutique de décoration d'intérieur parce que c'est là où j'ai trouvé le plus d'opportunités pour aller travailler sur la couleur, les matières.
déjà le conseil et puis finalement créer des vues d'ensemble qui allient le côté utile et agréable, le côté coloré. Et puis en fait, après j'ai fait une formation pour renforcer le côté justement décoration, architecture d'intérieur. Je devais effectivement être embauchée chez l'un des maîtres de stage que j'avais suivi. Et puis à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. C'est là où je me suis décidée à créer ma première structure artisanale. Donc j'ai lancé, à l'époque c'était au fil et à mesure, qui était une structure artisanale en décoration d'intérieur. Et donc, quel âge tu avais à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Auguste, et quelques semaines après est née mon entreprise. Wow. Et donc en fait j'avais à ce moment-là 29 ans, mariée avec le papa de mes enfants, et donc nous avions une maison, j'avais installé mon atelier à cet endroit, et puis ça n'a pas duré très longtemps, non pas que ça ne me plaisait pas ou je n'avais pas de clients, parce que j'avais aussi lancé cette activité parce que j'avais déjà en fait des clients qui étaient présents, donc ça c'était une très bonne chose. Mais le papa de mes enfants à l'époque travaillant dans une grosse société a fait beaucoup de déplacements en France. Okay. Et donc, on a fait régulièrement nos valises pour aller dans une autre ville. Donc, mon activité, au début, je l'ai conservée en espérant la pérenniser là où nous étions installés. Ça a été beaucoup moins facile, donc j'ai fini par fermer. Et puis, on a fait plusieurs fois en fait, des déplacements en France pour revenir aussi à plusieurs reprises en métropole lilloise. Donc, ensuite, j'ai repris... j'ai alterné à chaque fois entre entrepreneuriat et salariat. J'ai travaillé aussi pour l'Association des paralysés de France, pour l'APF, où j'ai accompagné donc des adultes en situation de handicap sur des projets d'aménagement d'espace, d'événementiel. Ça s'est arrêté à un moment. J'ai décidé d'arrêter cette activité salariée parce qu'il y a eu des frottements avec mes valeurs, avec ce que je voyais dans cette mission et la réalité du terrain. Et à ce moment-là, dire parce que c'est important aussi, hein, je pense oui. qu'on en avait parlé tous les deux, c'était juste une question entre les ambitions, ce qu'il y avait à faire pour les gens et la réalité financière. On en avait parlé tous les deux, ouais. Il n'y avait pas d'alignement, c'est ça Disons que c'était assez compliqué quand même d'être dans l'authenticité, dans vraiment se donner les moyens en termes de temps aussi et de moyens matériels et financiers, d'avoir une réelle efficacité. Je pense que ça me caractérise beaucoup, c'est de dire quand je fais quelque chose, j'ai envie qu'il y ait un retour sur investissement, quelque chose de concret, qui soit aussi utile et donc qui ait du sens. Cette notion de sens, elle revient sans cesse dans mon parcours, mais c'est que bien plus tard que je l'ai identifiée comme telle en fait. Okay. Donc on mettra le doigt dessus, mais Exactement. C'était important de dire pourquoi ça n'était plus aligné avec tes valeurs. Exactement. Et donc une fois que tu quittes cette structure, c'est là où tu recrées une deuxième fois une activité, c'est ça? Exactement. Okay. J'ai créé une nouvelle entreprise qui s'appelait Chapagri, toujours dans la décoration d'intérieur, un peu d'aménagement d'intérieur, surtout pour les particuliers, quelques professionnels, mais assez peu finalement. Et cette activité, en fait, je l'ai développée et j'ai aussi commencé plus de partenariats. Donc là, à ce moment-là, je suis encore solo-entrepreneur, artisan, mais je commence quand même à développer des partenariats. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on est solo-entrepreneur, en fait, on a quand même, pour beaucoup d'entre nous, ce point commun qui est ce sentiment de solitude. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas partie d'une équipe ou c'est pas parce qu'on n'a pas non plus de collaborateurs embauchés dans l'entreprise qu'on peut pas créer des partenariats. Et ça, c'est aussi hyper intéressant de s'entourer, d'avoir les bons partenaires pour pouvoir justement aussi et se motiver et puis trouver aussi finalement des contrats gagnant-gagnant, c'est-à-dire que s'apporter du business, se partager aussi des bonnes pratiques, c'est très très soutenant. Donc, deuxième activité qui a fonctionné très bien, qui m'a rendue très heureuse. Après, dans la vie perso, ça a été un peu plus compliqué. À ce moment-là, c'est un événement de vie. Donc, c'est le divorce, la séparation qui a fait que j'ai décidé d'arrêter cette activité parce qu'elle ne me permettait pas, effectivement, d'avoir suffisamment de sécurité en termes de stabilité, de rentrée. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on pilote une activité et qu'à un moment, on peut avoir des super contrats avec de magnifiques opportunités. Je me souviens, un an à peu près avant de fermer cette deuxième structure, j'avais décroché un contrat où c'était une production pour une grande marque nationale qui faisait un lancement d'un produit. Et mon petit atelier se retrouvait à produire des séries pour des vitrines parisiennes, mais aussi dans toute la France et voire dans d'autres capitales européennes.
Et ben à ce moment-là, il a fallu trouver du renfort, il a fallu trouver du monde, travailler toute la journée, voire tard la nuit. Et puis 1 an plus tard, j'ai décidé d'arrêter parce que je me sentais pas assez en sécurité par rapport à ma situation personnelle. Normal, et ce qui se comprend, hein, c'est effectivement les événements de la vie impactent aussi le parcours entrepreneurial. Mais oui, parce qu'en fait, on a cette notion aussi d'entreprendre en fonction de sa vie perso. Eh bien, il y a des sujets, il y a des priorités effectivement à prendre en compte, évidemment. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je suis retournée vers le salariat parce que c'était quand même une situation qui me convenait mieux par rapport à ma vie du moment. Et donc, j'ai été commerciale terrain pour le milieu du bâtiment. Donc là, mon travail était vraiment, ma mission était de mettre en lien des faiseurs de travaux, donc artisans, TPE, PME, en capacité de réaliser des travaux, tout corps d'État, des personnes qui ont des besoins de travaux, et puis aussi tout ce qui est prescripteur, donc les architectes, les notaires qui ont des besoins aussi, en tout cas qui travaillent avec l'immobilier, et donc forcément avec le besoin de travaux que ça peut générer. Donc j'ai fait ça et puis ça m'a vraiment permis aussi de travailler sur des notions de commercialisation, de prospection, qui étaient vraiment aussi très utiles. Hein. Encore une fois, des compétences qui me sont aujourd'hui très très utiles. Et cette expérience-là, en fait, m'a amenée à être recrutée par une société d'assurance. Donc là, encore un changement. Donc c'est vrai qu'autour de moi, on m'a souvent dit, mes proches, ma famille, mais bon, ma famille me connaissent un petit peu plus, mais en tout cas mes proches, le réseau me faisait un peu miroiter qu'ils me trouvaient instable, qu'ils me trouvaient et me demandaient quel était mon problème. Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me stabiliser quelque part ou dans une activité. En fait, moi, je suis toujours partie du principe où quand ça va pas, j'ai pas décidé de râler dans la structure dans laquelle je suis, mais juste de regarder ce qui se passe ailleurs pour voir où je me sens mieux et où je me sens le plus utile. Et puis c'est ce qu'on disait en off, mais si tu étais resté 20 ans dans la même boîte, on t'aurait dit oh là là, t'es pantouflarde. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand on n'est pas au milieu de la balance, ça va pas. Donc effectivement, je comprends ce côté difficulté à accepter le fait qu'on dise que t'es instable, alors qu'au fond, tu pilotes ta vie et tu choisis, tu fais des choix. Donc à ce moment-là, c'est pas si évident que ça pour moi quand même, parce que mine de rien, les commentaires, ça a eu un sacré impact sur moi. Surtout que j'étais quand même dans une situation où le divorce, beaucoup de changements dans ma vie perso. J'allais dire, tout ça se cumule un petit peu. Les doubles rames, à ce moment-là, elles ont eu du poids quand même. Donc c'est vrai que tout ça, ça a quand même contribué à la situation d'après, qui est quand même que j'ai fini par un épuisement professionnel, ce qu'on peut qualifier de burn-out. Et en fait, c'était vraiment le cumul de la vie perso et de la vie pro. Dans la vie pro, notamment, le dernier épisode dans l'assurance était hyper apprenant. Enfin, j'ai encore recommencé ma formation depuis le début. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était assez difficilement compréhensible par mes proches, de dire, mais combien de fois tu vas réapprendre un autre métier ? Peu importe, en fait, moi j'aime apprendre, donc ça me va. Donc le fait d'apprendre n'est pas quelque chose qui me gêne. Et au contraire, je crois que ça a enrichi aussi tout mon parcours et finalement la diversité des sujets ou des personnes avec qui je peux échanger aujourd'hui, ça c'est hyper intéressant. Puis tu es précurseur un petit peu, il faut le rappeler que nos enfants et petits-enfants, contrairement à ce que nous on a pu connaître dans notre vie, ils auront plein d'emplois différents, plusieurs vies entre guillemets dans leur vie professionnelle, ce qui était beaucoup moins le cas dans les générations d'avant. Et je dirais que même dans notre génération, on est encore un petit peu impacté par ça. Mais tu es dans l'exemple même dans ce que tu dis en disant j'aime apprendre, donc pas de souci là-dessus. L'exemple même, et en plus c'est ce que j'accompagne aujourd'hui, donc c'est quand même fantastique, non ? C'est top. Ouais, et puis en fait, cette notion finalement de toujours apprendre, se challenger, se développer, je peux comprendre, il y a certaines personnes qui manifestement n'ont pas besoin, a priori, qui peuvent chercher une stabilité et puis une espèce de zone de tranquillité. Moi, c'est vrai, du coup, que dans les activités que j'ai aujourd'hui, j'ai aussi les personnes qui viennent me contacter, elles sont à la recherche de ça. Celles qui me contactent, c'est qu'elles sont dans une situation d'ennui ou de quelque chose qui ne se renouvelle pas suffisamment. Donc, il y a quand même une quête d'aller chercher quelque chose qui génère de la vie, de l'espoir, et puis de se dire, je continue à être en croissance, en fait.
Et en tout cas, pour revenir sur cet épisode, le dernier épisode salarié, moi, je me suis encore une fois retrouvée quand même dans un système de valeurs où, au début, nos systèmes de valeurs étaient plutôt en cohérence. Et à un moment, quand j'ai commencé à être plutôt en réussite sur mes résultats économiques, il y a eu à ce moment-là beaucoup de pression quand même sur le fait de dire faut être plus efficace, donc faut être moins humain, faut arrêter d'écouter les gens, faut être plus dans le côté performant. On arrive, on signe, on part. Pour moi, en fait, je me suis aperçue à ce moment-là que tout ce que j'avais fait, en tout cas, même si ça semblait décousu aux yeux de certaines personnes, il y avait toujours du relationnel, de l'humain, de l'écoute. Et en fait, aussi, un autre indice que j'ai mis un petit peu de temps à identifier, c'était trouver une solution sur mesure. Moi, j'étais là aussi pour proposer, à chaque étape de mon parcours, là, proposer une solution qui allait être la plus adaptée possible à la personne en face de moi. Et ça, c'est un des éléments dont je me suis vraiment servie pour la reconstruction d'après, en fait. Donc voilà, 44 ans, je me retrouve la tête au fond du seau, à pas savoir quoi faire et à me dire waouh, mais là, ok, j'ai fait le tour de ma vie, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, j'ai plusieurs personnes et des personnes qui m'ont vraiment accompagnée, thérapeute, coach, etc. Je suis allée vraiment aller faire des rencontres parce que j'en avais besoin déjà, et puis pour échanger, dialoguer et puis me redonner aussi de l'espoir, tout simplement. Et j'ai beaucoup travaillé sur un outil que j'aime encore aujourd'hui et que j'anime aussi beaucoup, qui est l'Ikigai. C'est un outil que j'ai aussi aimé développer parce qu'il y a on peut y injecter beaucoup de créativité. Donc, si tu devais le résumer, parce que là, on n'a pas de visuel, c'est ça la difficulté. Donc, si tu devais le résumer pour quelqu'un, moi j'ai la chance de le connaître un tout petit peu, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin que ça, mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comment tu le résumerais? Déjà, pourquoi je suis allée? Parce que c'était drôle, ce petit nom. C'est vrai. C'est un peu piquant, donc j'ai cherché à savoir ce que c'était parce que c'est ma curiosité qui est allée d'abord chercher ce que c'était. Et finalement, l'Ikigai, c'est un outil de développement personnel, mais avant toute chose, c'est une philosophie de vie. On la retrouve notamment dans les zones des super centenaires. Et là, on parle d'Okinawa, Ojimi, donc Okinawa, archipel du Japon. Et finalement, c'est d'observer comment ces personnes qui dépassent allègrement les 100 ans restent dans une vie, restent avec un état d'esprit positif et continuent à être mobiles et en interaction. C'est fascinant parce que quand tu dis, on aborde tous l'avancée en âge avec quand même une certaine anxiété de bien vieillir et puis finalement de prendre ce qu'il y a à prendre en termes de bonheur et d'équilibre dans la vie. Donc cet outil, en tout cas, moi par rapport à la recherche de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire professionnellement et dans ma vie, parce que finalement, j'ai jamais séparé ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Moi, j'ai vraiment cette notion de besoin d'avoir un équilibre global pour trouver l'épanouissement. Et l'ikigai, c'est exactement ça finalement. C'est une proposition de trouver une forme d'équilibre, parce que finalement, l'équilibre, c'est jamais que une situation entre deux formes de déséquilibre. On est bien d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc, comment trouver une forme d'équilibre, en tout cas une boussole qui nous ramène vers l'équilibre, en prenant en compte différents éléments qui sont les tiens dans la vie. Moi, je me suis servi de cet outil pour finalement m'apercevoir que j'avais vraiment envie de continuer à écouter les gens, les êtres humains, et puis à être certainement avec eux l'espèce de catalyseur qui allait faire en sorte qu'on allait trouver une solution à leurs demandes. Moi, je ne voulais pas trouver la solution à la place d'eux et je ne voulais pas expliquer aux gens comment faire et je ne me voyais pas non plus dans la posture de la personne qui reçoit en mode un peu déversoir parce que ça, pour moi, c'est un peu lourd quand même émotionnellement. Et dans cette posture de coaching, j'ai adoré parce qu'il y a cette notion de « ok, on va le faire ensemble en fait ». On va se parler chacun de ce qu'on connaît, de comment on voit ce sujet et en fait, on va se proposer d'autres façons de faire peut-être. Donc ça, j'ai adoré. Et c'est ce qui a fait que Color Me Happy est né. Alors, Color Me Happy, c'est la baseline, c'est l'agence de voyage vers soi. Parce qu'il y a cette notion que, ok, tu peux voyager partout dans le monde, mais si toi, tu ne te connais pas toi-même, on a quand même un petit problème de base, quoi. C'est vrai. En fait, c'est le résumé. Je trouve que l'agence de voyage est pas mal. C'est qu'il y a des gens qui vont à l'autre bout du monde pour essayer de trouver qui ils sont. Et en fait, ils peuvent bouger dans le monde entier. C'est tant qu'on n'a pas cherché en soi et tant qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, on peut fuir des situations. Elles reviendront toujours puisqu'on part avec soi-même. Hein. Là-dessus, on ne peut pas se dissocier. Ça n'existe pas.
Et sans rentrer trop dans la théorie, mais en fait, il y a vraiment une notion de PNL que j'aime beaucoup. PNL, c'est une des disciplines, en fait, un des outils qu'on utilise aussi en coaching, en La programmation neurolinguistique, pour ceux qui connaissent Oui, merci pour la traduction. Oh, de rien. J'ai mon petit lexique devant. Ouais, un des drivers, tu sais, c'est s'éloigner d'eux ou aller vers. Ouais. S'éloigner d'eux, c'est ce que tu dis. Quand tu pars en voyage au bout du monde, bah, tu pars, tu fuis quelque chose pour aller chercher ailleurs du réconfort. Et l'agence de voyage vers soi, c'est plutôt aller vers soi. S'embrasser, mieux se connaître et finalement faire en sorte que grâce à l'équipe qu'on forme avec soi-même, en fait, on peut certainement faire face à beaucoup plus de situations dans la vie et des situations imprévisibles. On en a tous. J'ai l'impression que ça s'accélère en plus en permanence. Oui, voilà, ça va très vite. On en a partout. Puis on en prend... Enfin, je dirais aussi que ne serait-ce que même sans les vivre, on prend beaucoup plus d'informations qu'avant. Donc, une information... je dirais qu'avant, il y avait une forme d'omerta non voulue, c'est-à-dire qu'on avait moins accès aux choses. Là, maintenant, tous les jours, on ouvre un moteur de recherche, on ouvre son téléphone, on a des notifications, on a des infos, et des fois, certaines, même si elles ne nous touchent pas personnellement, elles vont nous impacter. Donc, tu as raison, ça va plus vite qu'avant. Donc, ne pas se connaître soi-même et ne pas oser aller chercher en soi... toujours cette phrase de dire je vais pas chez le psy parce que je suis pas fou, mais en fait non, au contraire, faisons-nous du bien, quelle que soit la personne. Mais je prends le psy parce que c'est cette image qu'on a encore en France, mais c'est sur plein de sujets. Je veux dire, le nombre de personnes, quand elles sont coachées, quand elles ont été coachées, dire waouh, ça m'a apporté quelque chose. En fait, on s'est apporté à soi-même, c'est un miroir, et c'est ce voyage que tu leur proposes, si je me trompe pas. C'est bien ça. Donc me voilà aujourd'hui face à toi, Fred, avec Color Me Happy, qui est donc ma société. Je suis toujours solo entrepreneur dans cette société. Color Me Happy, en fait, j'accompagne essentiellement. Ça a vraiment démarré parce que le coaching, voilà, c'est une discipline qui se diffuse beaucoup, et tant mieux parce que ça veut dire qu'aussi on développe des compétences de savoir-être qui sont au service d'une meilleure entente, de meilleures relations, de meilleure communication. Donc tant mieux que le coaching se diffuse, et c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que par contre, pour lancer une entreprise sur la base du coaching, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. D'ailleurs, ça a été vraiment un des freins quand je suis passée par la BGE. En fait, 3e entreprise créée, Color Me Happy. Mais en fait, cette fois, quand j'ai eu finalement ma certification de coaching et que je me suis dit, bon, bah ok, go, je crée mon entreprise, je m'étais quand même juré la 2e fois de ne plus jamais ouvrir d'entreprise. Donc là, je me suis fait avec moi-même le deal, la promesse que cette fois, j'ouvrirai une société, une entreprise, et que j'allais vraiment faire tout mon possible. C'est-à-dire, j'avais besoin vraiment, j'ai fait émerger un premier besoin qui était de dire, je veux acquérir le costume de l'entrepreneur. J'avais vraiment cette image de dire, je vais m'habiller comme un entrepreneur. C'est quoi s'habiller comme un entrepreneur pour toi ? En fait, tu sais, c'est habiter. Finalement, qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? Donc en fait, je me suis dit, chose à faire juste après ma certification de coaching, m'inscrire à une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. J'avais déjà fait ça de façon un petit peu légère sur mes 2 premières structures. Là, cette fois, je me suis dit, bon, je commence par ça, je me mets sérieusement, je suis à fond là-dedans. Ok, tu veux dire les bases autour de ce qu'est une structure juridique, voilà, le côté avoir cette légitimité que tu n'avais peut-être pas eu les fois d'avant sur piloter une structure, un bilan, des comptes et ainsi de suite, c'est ça ? Oui, cette partie-là, effectivement, mais aussi, ça parlait déjà de motivation, là, tu vois, donc comprendre aussi un petit peu, décoder, décrypter, c'est quoi les codes de la motivation des entrepreneurs, comment ils font pour y arriver, comment ils font pour finalement, quand tu vois l'objectif de départ, c'est une montagne, et te dire comment j'y vais, quoi, par quoi je démarre. Donc quand je dis le costume de l'entrepreneur, c'était vraiment me dire, ok, j'ai besoin de quoi ? Le kit de l'entrepreneur parfait qui est à fond, qui va réussir, c'est lequel ? À ce moment-là, moi, je suis toujours dans ma vie privée, je suis toujours en solo. J'ai 2 enfants à charge, et bien sûr avec leur papa qui aide, bien entendu. Mais je me suis dit, bon, là, je fais quand même un saut, faut pas que je me plante, quoi. Tu voulais pas que ça soit un saut raté, qu'on t'a pas expliqué comment sauter, etc. C'est ça ? En fait, c'est ça, c'est que je voulais vraiment me dire, ok, je me donne le plus de chances possible dès le départ pour vraiment potasser, me donner toutes les chances de pouvoir y arriver.
Donc, et pour rappel, je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que des fois on entend ce terme BGE. BGE, c'est une structure associative qui, entre guillemets, quand on crée une entreprise, quand on veut être accompagné, il y a plein de schémas possibles, mais les deux grands connus, ça va être la BGE et la CCI. Et chacun vont proposer des parcours. Moi j'ai connu les deux. Je pourrais faire des feedbacks sur les deux, mais ça serait peut-être engageant, alors qu'au fond, des fois, ça dépend des rencontres avec les personnes. Mais c'est important de se dire que, moi, je dirais que la chose la plus importante, c'est d'aller taper aux deux portes. C'est pas faire une seule porte pour juste... et après, je ferme la parenthèse et je te redonne la parole, mais c'est important de ne pas dire je vais vers une structure et je reste avec eux, parce que si, à la fin, ça marche pas, bah, c'est dommage, il y avait peut-être une autre structure qui marchait, et inversement. Je veux dire, pour moi, de mon point de vue, c'est bien d'aller, ils font des réunions d'information, etc., ils expliquent comment ils fonctionnent, et je dirais que le meilleur truc, et comme ça après je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment d'être challengeant. C'est vraiment de dire, là vous me dites ça, pourquoi vous me dites ça, et si je dois faire cette formation de 5 jours, et de l'autre côté on me dit 3 jours, pourquoi vous, il y a 5 jours on va voir quoi, et de l'autre côté il y a 3 jours. C'est vraiment d'être un peu exigeant dans cet accompagnement. Parce que je dirais, on a la chance en France d'avoir ça. C'est pas le cas dans tous les pays. C'est même loin d'être le cas dans tous les pays. Donc vraiment, on a cette chance-là. Donc je voulais faire cette petite parenthèse par rapport à la BGE et la CCI, parce que ces deux structures, je ne vais pas dire qu'ils sont en concurrence, mais presque sur le parcours entrepreneurial. Et bon, ils n'ont pas les mêmes types de structures, ils n'ont pas la même approche. Mais justement, c'est bien d'aller questionner les deux. Ouais, merci pour cette parenthèse. Elle est hyper importante parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, alors moi sur la partie du coup individuelle, c'est vrai que je me suis un petit peu switchée là sur Color Me Happy. Effectivement, je fais beaucoup en fait d'accompagnement en bilan de compétences, donc particuliers qui ont envie de se reconvertir, qui cherchent souvent plus de sens à leur vie professionnelle, avec souvent certainement une frustration de ne pas pouvoir être plus significatif aussi dans leurs décisions, dans leurs propositions, dans leur structure. Du coup, dans ces personnes que j'accompagne, il y en a quand même pas mal, allez, on va se dire un tiers, 25-30%, on va dire, qui se destinent à ouvrir leur entreprise. Ouais. Donc, c'est quand même important. Je l'ai moi-même donc vécu, ce que tu partages, BGE, CCI, en tout cas, effectivement, on a des structures d'accompagnement et ça, c'est hyper précieux. J'ai pas mal de personnes qui me disent « bah non, moi, je souhaite pas trop, je veux faire mon truc à ma façon, etc. » Après, quand on n'a jamais été entrepreneur et qu'on n'a pas forcément dans son environnement proche des entrepreneurs, c'est pas évident de comprendre. Finalement, c'est tout un univers qu'on ne connaît pas quand on a été salarié. Donc, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Donc, moi, je me suis fait accompagner par la BGE parce qu'en fait, j'avais déjà fait ça dès ma première structure artisanale. Et tu vois, comme tu disais, c'est une histoire de rencontre. En fait, ma conseillère de l'époque, j'ai pu la voir sur la deuxième et la troisième entreprise. Donc, en fait, elle m'a vu aussi évoluer. Moi, j'ai adoré la façon dont on a travaillé ensemble. Et donc, en fait, j'ai choisi la BGE parce qu'elle était là et que c'était une histoire de rencontre et qu'on fonctionnait bien ensemble. Et c'est comme dans une entreprise. Des fois, on va aller dans une entreprise, on va dire, elle est nulle cette entreprise. Et puis l'autre à côté, il va dire, elle est géniale. Parce que dans un établissement, vous avez un super directeur et dans un autre, vous avez un mauvais directeur. Et puis voilà, donc la BGE ou la CCI, c'est un peu la même chose. Par contre, ça dépend ce qu'on a comme besoin. Il y a des fois des entreprises avec des certifications, de la technicité, etc. C'est là où il faut vraiment aller questionner et se renseigner. Mais si on est dans quelque chose où on est dans de l'humain et autres, la relation, elle est primordiale. Et tu as raison de préciser, j'aime bien ce que tu as dit aussi, c'est d'être exigeant en fait. C'est pas parce que c'est gratuit ou parce que c'est offert qu'il faut se laisser faire. Alors, voilà, tout va bien avec la BGE, la CCI. J'ai beaucoup de contacts d'ailleurs. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler ensuite avec les deux. Mais moi, je sais qu'il y a un moment où, après l'accompagnement BGE, je suis aussi rentrée en couveuse, donc à l'incubatest BGE. Et j'ai démarré avec une personne avec qui ça n'allait pas, ça fonctionnait pas. Et là, je leur ai dit, écoutez, soit on réussit à changer de personne qui m'accompagne, soit j'arrête parce que ça me dessert plutôt qu'autre chose. La couveuse, on va expliquer, c'est en fait le moment où on se retrouve dans l'idée de pouvoir commencer à entreprendre, mais le nom et la structure, c'est celui de la BGE. Donc ça veut dire qu'on peut facturer parce qu'on dépend du SIRET de la BGE. On peut acheter du matériel. Alors c'est un peu des fois complexe. Moi, par exemple, qui devais acheter du matériel, c'était compliqué parce qu'il fallait que je demande un devis, que je l'envoie à la BGE, qui répondent. Alors quand des fois il y a du stock sur un produit,
Au moment où on a la validation de la BGE, on arrive, il n'y a plus le produit, mais prenez l'autre à côté. Ben non, il faut que je redemande un devis, etc. Oui. Donc ça dépend en fait de la structure, mais encore une fois, tu as raison, c'est important d'expliquer que la couveuse, ça existe. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer sa structure pour commencer à facturer quelqu'un, puisqu'on se sert du numéro de SIRET de la BGE, de la couveuse de la BGE. En fait, là, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment cette notion qu'on n'est pas obligé de tout, de réinventer l'eau chaude à chaque fois, quoi. Et même dans les entrepreneurs que je côtoie aujourd'hui, et je pense à certains de mes clients en bilan de compétences aujourd'hui, on n'a pas tous une capacité à inventer, à avoir la bonne idée, à savoir comment faire pour être entrepreneur. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne et qui voudraient entreprendre parce qu'ils ont vraiment cette âme, ils ont cette envie de pouvoir décider, d'avoir la main sur leur destin et puis d'aller chercher la réussite, des personnes qui sont dans l'audace et dans l'envie de parier et qui se tournent plutôt vers des franchises parce qu'ils ne se sentent pas l'âme d'un créateur, ils ne se sentent pas l'âme partir d'une copie blanche où il n'y a rien dessus. Donc là, encore une fois, en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Ouais. Et je ferai la petite parenthèse du Souffle du Nord, puisque normalement le podcast aura déjà été diffusé. On discute dans le podcast on peut entreprendre en créant une asso. Parce qu'une asso, elle peut avoir des salariés. La Croix-Rouge, c'est une très très grosse asso. Il y a plein de salariés. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, a priori, sur des missions écologiques ou qui ont du sens, qui créent une asso, qui se dégagent du salaire avec l'asso. Mais l'objectif, c'est pas de faire des bénéfices. C'est ça la différence entre une asso et une entreprise. Mais on peut entreprendre de n'importe quelle manière. Donc je te rejoins et c'est hyper important ce que tu viens de dire. Pas besoin d'avoir l'idée. On peut aussi se limiter la casse en disant je crée une asso. Je deviens salarié de cette asso parce qu'une asso, c'est plus simple à créer. Et puis je vois ce que ça donne. Et si je vois que ça marche pas, je m'arrête. Et les conséquences de fermeture d'une asso par rapport à une entreprise ou autre, elles sont moins lourdes financièrement. Donc voilà, tu as raison. Il y a plein de manières d'entreprendre et c'est hyper intéressant de le dire. Et il y a tellement plein de manières d'entreprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça répond aussi de plus en plus à vraiment des inspirations, à des vocations. Donc, moi, j'ai eu l'occasion, notamment l'année dernière, de rencontrer des personnes qui œuvrent au sein de coopératives d'entreprises. Ouais. Donc là, on a aussi un autre modèle qui existe. Un peu comme la couveuse BGE, mais sur un modèle coopératif. Il y a différentes structures qui existent, qui permettent de limiter le risque, d'être accompagné et d'œuvrer notamment dans des secteurs utiles et qui vont être proches, par exemple, de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui vont aussi défendre les notions de, par exemple, je ne sais pas, de QVT, d'insertion, qualité de vie au travail, mais aussi la RSE. Et là, on est vraiment dans tout ce qui va créer du sens au travail, dans la notion du respect, de l'humanité, etc. Donc, il y a quand même énormément de choses qui se font aussi, à la fois pour les salariés, mais pour les créateurs d'entreprises. Donc, c'est vrai qu'on est quand même sur une période où on n'est plus juste sur créer une entreprise égale faire du business, égale make money. Tout dépend en fait. Là, je vais pas rentrer sur un outil que j'utilise, mais ça parle quand même beaucoup de tout ce qui va être motivation intrinsèque. Moi, j'ai envie de faire les choses. Pourquoi j'ai envie d'ouvrir une entreprise en fait? Pourquoi j'ai envie de créer une activité? Parce qu'on va pas quand même pas se mentir, Fred. Toi, tu le sais aussi, on se l'est déjà partagé. C'est pas les vacances, c'est pas. Moi, je suis pas partie sous les palmiers cet été. Pareil. Pas encore. Voilà. Non, mais c'est clair, tu as raison de le dire. Donc, il y a aussi beaucoup de travail et il y a du temps à passer et il y a des paris à faire et on n'est pas sûr de tous les gagner. Évidemment, ce serait trop simple sinon. Donc, il y a quand même cette notion de pourquoi tu vas entreprendre? Pourquoi tu te mets en risque? Pourquoi tu es dans une situation professionnelle où tu cherches pas quelque chose de tranquille, où tu fais tes 35 heures par semaine et où tu es sûr d'avoir ton salaire. Et il y a rien et c'est important ce que tu dis, il n'y a rien de péjoratif à ça, puisque si c'est ta motivation, mais là où c'est vrai, c'est qu'on reçoit tellement d'informations et qu'on dit qu'en 5 minutes, on peut faire 5 000 euros en regardant sur YouTube des petites vignettes. En 1 heure, on peut faire 10 000 euros. Oui, peut-être ça existe, il y en a des fois c'est du pipeau, il y en a c'est vrai. Mais attention, parce que c'est pas vrai pour tout le monde et à chaque fois que je partage avec des gens, là je partageais dernièrement avec des personnes qui ont créé, qui s'étaient fait des fausses idées sur le fait de mettre en place des ateliers, ce que ça allait leur rapporter, puis ils se sont rendus compte que économiquement le marché c'était au lieu de rapporter 500 euros par atelier, c'était plutôt 150 à 200. Ça casse un peu tout le projet, donc c'est là où tu as raison, il faut aller se questionner d'abord sur la motivation avant de se dire
économiquement, qu'est-ce que ça va me rapporter? Parce que si c'est que l'argent qui est au milieu de ça, et ça peut l'être, ça peut être une motivation, on le sait aussi. Mais voilà, il faut que ça soit clair et aligné. Et donc justement, parce qu'on parle et on avance un peu dans le temps, si je veux faire appel à toi, je suis une entreprise, je suis un particulier, c'est si tu peux nous donner quelques exemples d'actions que tu mènes et puis avec certaines particularités que tu as, toi, dans la manière de les mener. Tu nous dirais quoi? Alors, je commencerai par te dire que je suis solo-entrepreneur au sein de Color Me Happy, mais que je ne suis pas seule. Et ça, c'est aussi, je pense, un des éléments fondateurs du fait que ça dure, parce que c'est vrai que je suis rentrée en couveuse d'activité en novembre 2019. J'ai ouvert mon EURL en novembre 2020. Je pense qu'à ce moment-là, il y a pas mal de gens aussi qui m'ont regardé genre, non mais c'est bon, elle est folle. On savait déjà, mais elle est folle. Voilà, et aujourd'hui, ça dure. Et effectivement, c'est pas une balade, c'est pas facile tout le temps. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que cette chance, c'est pas juste la chance qui me tombe sur la tête, mais beaucoup de travail, beaucoup de rencontres. Et puis, beaucoup de rencontres aussi dans l'exigence d'être aussi dans l'alignement avec les personnes que je rencontre. Donc, j'ai eu la chance très rapidement, finalement, de travailler avec Tremplin RH à Marc-en-Barœul, chez qui je me suis formée à la conduite de bilan de compétences et qui m'ont aussi très gentiment et de façon, je sais pas, comme dans une famille professionnelle, j'ai pu aussi travailler pour eux sur les accompagnements bilan de compétences. Donc en parallèle de ceux que je mène au sein de Color Me Happy. Et puis, aujourd'hui, je travaille aussi avec Emovea, qui est un organisme de formation. Et là, en fait, moi, ça me permet aussi de varier beaucoup les propositions. J'ai toujours aimé accompagner en individuel, mais le collectif est une dimension encore différente et qui est aussi, je trouve, très puissante dans... justement les interactions, l'intelligence collective, dans les échanges qu'on peut avoir. Donc rapidement, en fait, à la création d'entreprise, j'ai lancé des ateliers Ikigai pour justement ouvrir à des personnes qui sont intéressées par trouver du sens, trouver du plaisir et de l'équilibre dans sa vie. Et puis là, récemment, je me suis formée aussi à la fresque du facteur humain. Donc ça, c'est un outil qui est tout récent et qui explique finalement pourquoi nous, êtres humains, on a beaucoup de mal à mettre en œuvre les changements dans notre vie. Et ça, tu vois, je peux le proposer à des particuliers qui ont vraiment plus des intentions de développement personnel et professionnel. Mais je le propose aussi en entreprise parce que ce sont des thématiques, de toute façon, des changements dans l'entreprise. On en a partout et à toutes les échelles. Et donc, avec Emovea, aujourd'hui, maintenant, j'ai aussi la chance de pouvoir proposer, avec Nathalie Bourdelat, avec qui je travaille, tout ce qui va être animation autour de mieux se connaître soi pour mieux se sentir au travail et aussi mieux interagir en équipe avec les autres. Là, on va parler tout simplement d'équilibre et d'épanouissement au travail, réaliser son potentiel au travail, mais en individuel, mais surtout en équipe, en fait. Donc, ça veut dire que là, on est sur comment on fait pour être en cohésion, travailler bien ensemble. Donc là, on va parler d'outils qui s'appellent, par exemple, le disque et les forces motrices. On va parler des styles comportementaux. Là, on parle de qui je suis, comment je me comporte, comment je communique. Encore une fois, l'idée, c'est toujours d'avoir cette notion. Le schéma, il est toujours un peu le même. Mieux comprendre ce qui se passe chez moi, avoir une vision bienveillante et constructive de ce qui se passe chez moi, pouvoir, si je suis partant avec ça, apporter des améliorations. Et puis après, mettre en action, s'entraîner pour, avec les autres, pouvoir finalement développer ce que j'ai envie de développer pour me sentir plus moi-même, plus heureux, plus épanoui. Et tout ça, en fait, c'est au service de l'entreprise puisqu'on est vraiment en train de travailler sur l'imitation des risques psychosociaux, que les gens se sentent mieux au travail, qu'ils aient moins de stress, qu'ils ressentent moins l'envie de se dire non mais là j'en peux plus, il faut que j'arrête, ou même qu'ils subissent des burn-out ou ce genre de difficultés. Je pense que moi, dans ma mission et dans mon pourquoi entrepreneurial aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les personnes à pouvoir mieux se connaître elles-mêmes, avoir plus la main sur leur vie, leurs décisions, et puis être plus heureux aussi. Ça veut dire que comment je fais pour être plus heureux, c'est déjà connaître mes motivations intrinsèques, celles qui font vraiment que c'est les miennes et c'est pas les motivations de quelqu'un d'autre, pour finalement me mettre le plus possible sur des rails. Je mets des guillemets qui ne se voient pas ici sur les rails, parce que les rails aujourd'hui, ils sont souples et ils sont adaptables à tout instant, évidemment.
Avant de terminer, Virginie, moi je sais, puisqu'on a parlé en off, quand on s'est rencontrés la première fois, on a discuté un petit peu de ce qu'on faisait, et j'ai trouvé super intéressant, parce qu'en plus il y a un lien commun avec une personne qui est venue sur le podcast. Tu fais du théâtre d'impro, et puis tu chantes aussi. Tu en as parlé tout à l'heure que tu chantais dans les couloirs, mais tu fais plus que juste chanter dans les couloirs. Est-ce que tu peux prendre 2-3 minutes pour nous expliquer ce que ça t'apporte et comment tu le fais, et puis à la limite comment les gens pourront te retrouver? On le mettra dans les notes du podcast si besoin. Je croyais que tu allais me demander de chanter une chanson là tout de suite, mais non. Tu peux, si tu as envie, ça peut être dans les bonus. Je le ferai tout à l'heure. Ouais. Alors, que dire de ça? Écoute, ça fait exactement partie des choses qui, tu sais, la motivation intrinsèque, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui a du sens pour toi et qui te fait plaisir? Je sais pas, moi, chanter, ça a toujours été une notion de plaisir absolu de pouvoir... alors, c'est manifestement partagé quand même par les gens qui m'entourent, heureusement. Bon, pas tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Mais cette notion, en fait, d'utiliser aussi sa voix. Alors, la voix, j'utilise aujourd'hui de plus en plus aussi pour animer. Donc ça, c'est intéressant parce que interagir, animer, il y a aussi la notion de comment tu utilises ce média, cette voix, pour se mettre en connexion. Et le chant, en fait, ça a toujours été. Et puis là, c'est en train de se faire et de se refaire en essayant de former un groupe, là, actuellement, avec une personne qui fait du clavier, qui fait des chœurs. Donc, on se challenge sur le fait de monter un répertoire, parce que ça a été le cas auparavant. J'ai eu différents groupes dans lesquels on a répété, mis au point des reprises pop-rock, essentiellement internationales, et puis pouvoir faire ensemble et s'amuser, en fait. Tu vois, il y avait cette notion, encore une fois, de faire ensemble, se challenger, réussir à produire quelque chose de concret qui puisse donner du plaisir aussi, partager du plaisir à d'autres. Et le théâtre d'impro, eh bien, en fait, ça faisait longtemps que j'ai vu différentes fois des représentations et ça m'a... Dans le côté créatif, dans le côté on part de rien et on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va donner quelque chose. Moi, ça m'a toujours fascinée. Donc, je suis passée à l'action l'an dernier. Tu vois, sur l'initiative finalement d'une personne que j'ai accompagnée en bilan de compétences. Son mari fait du théâtre d'impro, elle m'invite à aller voir un spectacle et je me dis là il faut que j'y aille quoi, il faut que je m'inscrive. Et finalement dans le théâtre d'impro, moi je trouve aussi plein d'outils pour animer aujourd'hui les formations, pour pourquoi pas proposer un moment un petit peu qui déconnecte avec la formation pour remettre les gens dedans quand par exemple la pause du déjeuner elle est absolument mortelle. Bien sûr. Et refaire, digestion surtout. Voilà, refaire un petit exercice de mouvement ou de remise en connexion sur la base du théâtre d'impro, c'est génial. Et le théâtre d'impro, c'est quoi? Mais finalement, c'est la vie en fait. Dans la vie d'entrepreneur, en plus, il y a plein de moments où tu te retrouves dans des situations où tu te dis, mais comment je vais faire? Eh bien, vive l'impro, quoi. Et le lien avec le théâtre d'impro et le podcast, c'est que tu es pas loin, ou tu gravites pas loin des pieds sur scène. On a reçu Philippe Despatures ici sur le podcast, donc on leur fait un coucou aux pieds sur scène, puisque d'une manière ou d'une autre, on est lié avec même d'autres choses que le podcast. Donc, Et oui, j'ai pas eu le temps de tout raconter, mais il y a aussi beaucoup de liens avec Philippe Despatures, Bruno Poignard, avec qui j'ai fait ma première formation, et puis l'impro. En fait, tu sais, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais en fait, il y a toujours des éléments dans notre vie, tout est là, en fait. Et on se sert d'un élément au fur et à mesure où sur notre chemin, ça devient cohérent, ça devient logique. Tu te dis, oui, c'est bon, c'est maintenant. Et puis, je veux rajouter aussi quelque chose, c'est que c'est hyper important, c'est qu'il y a vraiment cette notion dans l'ikigai, il y a une notion d'équilibre. Et moi, je me rends compte aussi, dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, il y a quand même des rituels et des rites, des routines un peu, mais c'est pas la routine habituelle qui se répète et qui est embêtante, mais la routine je suis un chef d'entreprise, j'ai une discipline en fait. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'alimentation, ça parle de sport, ça parle d'interaction sociale aussi, et ça parle aussi de repos. Je te partage un petit truc. Moi, je vais aussi faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai été une fois assez choquée de participer à une conférence d'un monsieur qui disait que tout le monde pouvait devenir entrepreneur, c'est OK. J'étais assez choquée d'entendre qu'il disait non mais il faut, vous dormez 3-4 heures par nuit, c'est pas grave, c'est ça l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas ça l'entrepreneuriat, parce que si c'est te flinguer la santé, parce que, OK, bien sûr, c'est important l'entreprise. Et bien sûr, quand certains entrepreneurs mettent leurs parties les plus intimes sur la table, il y a besoin de se bouger pour ça. Maintenant, moi, entreprendre, pour moi, c'est vivre ma vie.
Et dans Vivre ma vie, il y a la vie. Donc, je pense que c'est aussi pour moi une façon de témoigner que c'est important de vivre. C'est important de penser d'avoir toujours conscience que cette vie professionnelle, entrepreneuriale, elle est dans la vie. Et moi, je trouve que du coup, le repos, la méditation, le fait de bien se connaître et savoir de quoi on a besoin, pour moi, ça c'est essentiel aussi pour être un entrepreneur réussi et épanoui. Merci pour cette touche finale. Alors, effectivement, comme on l'avait dit, il y aura de la frustration et il y a un peu de ça dans le podcast aussi. C'est d'essayer de résumer en très peu de temps des choses de la vie. On aurait plein de choses à dire. Si tu veux, avant de terminer, si tu veux pousser la petite chansonnette et que ça te donne envie, tu peux. Sinon, on termine là-dessus et puis voilà. Bon, tu pourras faire les chœurs. Oh là là, tu la connais. Alors là, mon Dieu. Attends, je vais pas me challenger toute seule. S'il y a bien un truc sur lequel il faut pas me lancer et il y a encore un peu de ciel bleu, c'est chanter. Tu vois, autant sur plein de trucs, je suis prêt à faire le con et compagnie. Chanter, voilà. Alors je connais pas toutes les paroles, mais mais tu fais même 2 secondes. Tu vois, ça peut faire Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Boo, 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 boo. Don't worry, woo, 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 woo. Be happy. Woo, 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 woo. Et surtout, fais ce que tu veux dans la vie et qui te fait plaisir. On terminera là-dessus. Merci Virginie. Merci Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.